Je suis donc Sylvie Chapelle, chargée de projet marketing au sein d'XL Group et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette session qui portera sur le Lean développement. Sachez que vous pouvez donc poser toutes vos questions pendant la session, donc via le module de chat qui est situé en bas à droite de votre écran. Et sachez également que les slides de cette session vous seront transmises et que le replay sera rapidement disponible, notamment sur notre chaîne YouTube, mais aussi dans la rubrique événements de notre site www.xl-formation.com. En introduction, je me permets de vous présenter très rapidement la société XL Group. Nous sommes donc un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle depuis maintenant plus de 27 ans. Notre mission est d'accompagner les entreprises dans leurs projets de transformation via les méthodologies du Lean et du Lean Six Sigma pour leur permettre de déployer une culture pérenne de la performance. Aujourd'hui, l'animateur de cette session ne sera pas Christophe Stéphan comme il a été initialement prévu. Malheureusement, Christophe n'est pas en mesure d'animer cette webconf, mais c'est son manager, donc Ronan Emidi, qui prendra la relève aujourd'hui. Donc Ronan, bonjour et bienvenue. Donc, bonjour Ronan. Alors Ronan, tu es donc consultant senior chez XL Group, comme je le disais. Tu as fait donc une carrière dans l'industrie qui s'est divisée à la fois entre le management opérationnel, la gestion de projet et le déploiement donc de projets Lean. Et donc tu animes aujourd'hui cette session. Si tu veux bien, si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Et puis si tu veux bien, je te laisserai présenter également le sommaire de cette session. Bonne session à tous et donc on se retrouve à la fin pour la partie questions-réponses. Je lance la caméra. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par vous présenter le sommaire et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet étant vaste, le Lean développement est une des branches du Lean, mais déjà elle-même très vaste. Donc, on va balayer cette présentation qui est dense. On va la commencer par un constat pour partager ensemble des constats qu'on observe en termes de problématiques, les objectifs attendus, les problématiques rencontrées, et puis on parlera ensuite des gains qui sont attendus et des méthodes et des outils qu'on peut utiliser avec quelques exemples, parce que clairement on ne pourra pas balayer tous les outils. Ce qui est important, c'est qu'on s'aligne sur le besoin et les solutions qui sont apportées via des démarches Lean, et donc Lean développement. Donc le constat qu'on peut faire de manière très synthétique, c'est effectivement, comme dans toute organisation où il y a besoin de communication, une communication difficile au sein des équipes projet, un décalage entre le réalisé et l'attendu, et des pertes de temps, des gaspillages, puisqu'on va commencer à employer quelques jargons Lean dans notre échange, et des gaspillages ou des pertes de temps qui sont forcément impactants pour le résultat final. C'est lié à une gestion de la charge qui est complexe, à des coûts de non-qualité, à des énergies dépensées, c'est-à-dire de la suractivité, donc du MURI, qui est matérialisé dans les développements. Volontairement, j'ai employé pas mal de termes Lean pour bien préciser le fait qu'en fait, on a cette application du Lean directement au Lean développement. Le Lean développement, c'est de manière caricaturale ce qu'il faut faire en Lean dans la phase amont du Lean Manufacturing ou du Lean Service qui constitue plus une gestion de la vie série. Et donc dans ce cadre-là, les marges de progrès, elles sont à quel niveau, pour citer quelques exemples, dans l'optimisation des réunions. Dans pas mal de projets que j'ai connus, on appelle ça parfois la réunionnite. Je ne sais pas si ça parle à certains, mais en tout cas c'est un phénomène assez courant. Un manque d'exploitation de standards, donc on réinvente le fil à couper le beurre plusieurs fois dans la gestion de projet et dans les solutions. Une mauvaise préparation de la vie série, une mauvaise prise en compte de la voix du client qui est celui qui va utiliser le produit ou l'utiliser en série. Un manque de structuration des activités, une maîtrise des coûts qui n'est pas suffisante, et puis une définition des rôles, des responsabilités qui débouche sur une responsabilisation non suffisante des acteurs.
En complément, pour lire la colonne de droite, on a donc des pratiques qui se perdent, des standards qui ne sont pas connus, des indicateurs qui sont en décalage avec les vrais problèmes du projet ou du développement en cours, et puis des activités qui sont engendrées, qui ne sont pas coordonnées, au niveau de l'engineering comme au niveau des autres services qui tournent autour du projet. Et donc, si vous êtes connecté, c'est peut-être que les lignes qui sont en dessous vous concernent. C'est-à-dire que vous souhaitez optimiser la façon de développer pour répondre aux attentes de vos clients. C'est compliqué et vous voyez une difficulté à l'appliquer à votre activité. Et puis, vous avez ce souci du time to market qui est de plus en plus critique puisque les cycles de vie s'accélèrent. Et donc, si on rate un développement et qu'on prend du retard, on met en péril toute la stratégie de l'entreprise très très rapidement. Opérationnellement, ce qu'on peut constater et comment ça se traduit dans les projets, c'est que en fait, les gens sont de moins en moins rapprochés, ça ne simplifie pas la communication dans les projets. Plus on donne de temps à quelqu'un pour le faire, plus il va prendre de temps pour le faire. Je ne vais pas tout lire, je vous laisse compléter, mais je vais lire les essentiels. Les gens ont le sentiment d'avoir le temps d'avoir besoin de refaire les choses régulièrement et donc on perd un temps très important. Tout le monde estime que son rôle est important et donc la priorisation est très très complexe à réaliser. Et puis on part toujours sur des délais optimistes et on n'a pas souvent de marge de sécurité, ce qui fait qu'après, on se retrouve dans les urgences et l'urgence est le pire des facteurs pour perturber une planification ou une adhérence à une planification. Donc la démarche de ligne développement consiste à améliorer les processus de développement jusqu'à l'industrialisation. Ça va nous permettre de concevoir avec des fortes valeurs ajoutées, de réduire les délais, de réduire les coûts, d'optimiser la notion de bon du premier coup, on va éviter de refaire 15 fois les choses, de piloter des projets et d'avoir une animation performante du résultat, enfin en tout cas de l'activité, d'augmenter la capacité et le rythme des produits, puisque plus on pourra le faire efficacement, plus on pourra faire des cycles rapides. Et puis être organisé pour traiter les aléas, puisqu'il faut se préparer aux aléas du développement, il y en aura toujours, et puis les aléas de la vie série, puisque plus on aura de temps, plus on pourra s'accorder du temps à gérer les aléas qu'on ne peut pas supprimer complètement. Le but, il est identique à la généralité qu'on peut faire du Lean, c'est-à-dire qu'on va chercher à réduire les délais de développement. Alors comme pour le Lean Manufacturing, réduire les délais, ce n'est pas demander à tout le monde de pédaler 2 fois plus vite. C'est d'aller chercher des solutions pour que ces personnes puissent, dans un délai de temps plus court, arriver à un résultat qui est le même et qui est matérialisé par les attentes du client. On a ce même principe de base qui, pour moi, est le principe fondamental du Lean. Ce mode de fonctionnement Lean Développement s'applique à pas mal de projets ou de business models différents. Ça peut être sur du projet à l'affaire, ça peut être sur du produit série, ça peut être sur des développements informatiques, sur du produit service. Et dans tous les cas, et je pense que potentiellement il y aura peut-être la question à la fin, mais ça lèvera le sujet ou ça lèvera la question sur les différentes écoles, puisque dans le mot Lean Développement, on peut mettre beaucoup de choses. Il y a l'approche Lean Toyota avec l'ingénierie simultanée, etc. Il y a le Lean appliqué au développement avec l'approche limitée entre guillemets au gaspillage, à l'agilité, et on pourrait parler aussi de la validité. Il y a le Lean Design qu'on traitera d'une manière séparée et qui n'est pas traité dans cette webconf en détail. Et puis il y a l'application des outils Lean au développement, parce que tous les outils Lean, une grosse partie, peuvent être utilisés dans le cadre du développement. Donc pour parler des gaspillages proprement dit, ce slide que vous aurez donc en synthèse à la fin, puisque Sylvie vous remettra un PDF complet de ce qu'on aura échangé, est là pour prouver, et on ne va pas tout lire, mais est là pour prouver que quand on parle de développement, on peut trouver derrière les 7 plus 1, donc les 8 gaspillages, des gaspillages associés au développement. Ça va je vais en prendre 1 ou 2 exemples, mais des tâches non demandées par le client qui sont des traitements inutiles, où on estime qu'il va peut-être le demander et puis on le fait quand même. Des décisions top-down qui n'exploitent pas les compétences des ingénieurs terrain, des techniciens terrain, des gens de production. Et là, c'est de l'intelligence inexploitée, c'est le fameux 8e gaspillage auquel nous, chez XL, on attache beaucoup d'importance. Et puis bien sûr, il y a tous les sujets sur la surproduction, les mouvements, les délais, où on peut citer par exemple les flux non optimisés
qui vont amener des mouvements inutiles ou des délais d'attente. Les impacts seront ou sont catégorisables comme dans un lean manufacturing ou un lean service en termes de SQDC, donc en termes de sécurité. On parlera plus de sécurité ou de sérénité des membres de l'équipe. On parle de tension, d'émotivation, de stress, voire même de burn-out dans certains cas ou d'absentéisme, parce que c'est ça aussi qu'il faut regarder dans un développement. De qualité produit, qualité de la prestation, qualité du service, du non-respect des délais, et puis bien sûr des coûts, puisque quand on fait un projet, si on se réfère à la définition qui est un projet, c'est quand même une activité multidisciplinaire avec un objectif, un coût, un délai et une équipe associée. Et en général, on voit trop souvent un des trois qui n'aboutit pas aux objectifs visés. Donc les objectifs fixés, on retrouve les problématiques à 3 niveaux différents. Les niveaux qu'on souhaite souligner aujourd'hui, c'est le pilotage global des projets, c'est-à-dire l'amont du projet au niveau du cycle budgétaire, les budgets, les plannings, les ressources, donc l'essentiel, je dirais le trousseau minimum du chef de projet. Dans l'exécution, gestion du plan d'action, des points durs, des arbitrages et la définition des rôles et responsabilités. La partie pilotage de projet, donc là on est sur l'adéquation avec les besoins du client, le planning et l'exécution au niveau des livrables. Et puis ensuite l'exécution d'un projet, où là on va aller regarder ce qui se passe dans le projet, comment est-ce qu'on travaille. Si je résume ce slide de manière beaucoup plus globale, on doit apprendre à gérer un projet et on doit apprendre à gérer aussi les projets ensemble. Et c'est ça la grosse difficulté quand on est en phase multi-projet, et il y aura quelques explications sur le sujet. Comment on va traiter ces problèmes qui sont au niveau de la qualité, du délai et du coût, et de la sécurité qui n'est pas remise là, mais qui bien sûr reprend cette notion de sérénité dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien, on va apprendre à maîtriser et à améliorer nos processus. C'est un peu basique, mais en tout cas, ça résume à l'essentiel. Et comment on va le faire? Eh bien, en écoutant la voix du client, un des principes du Lean, donc avec l'identification des attentes du client, en reprenant ces attentes par des objectifs clairs qu'on va catégoriser au niveau du produit, au niveau du délai, au niveau du budget, et bien sûr au niveau de la qualité et de la partie interface complète avec le client. On va progresser sur la mise sous contrôle des processus. Donc les processus de développement, comme tous les processus, quand on les laisse vivre et qu'on ne les pilote pas, on y rajoute des choses, on les complexifie, on fait de cas particuliers des généralités, etc. Donc on arrive à des processus qui ne sont pas optimales et qu'on doit piloter. Un des gros axes d'amélioration du pilotage, c'est une bonne définition des rôles et responsabilités. Trop souvent, j'ai vu des projets menés où, quand on reprend des projets, puisque j'ai fait du sauvetage de projets, entre guillemets, on se rend compte que l'équipe projet n'est pas forcément très bien identifiée, où on a la remarque de se faire dire, si les gens ne savent même pas qu'ils doivent travailler sur le projet, c'est qu'on a vraiment un problème. Eh bien, c'est important de lister qui est sur le projet, qui fait quoi, et qui a quel périmètre à chaque personne. Et puis après, il y a la maîtrise des interactions entre le projet et les autres projets, et le projet et des activités futures. Et puis ensuite, bien sûr, on va aller chercher l'analyse des causes de variabilité, puisque dans le projet, on a des gaspillages, et dans le Lean, on cherche le gaspillage, et ensuite la maîtrise de la variabilité. Et bien, la variabilité, elle est à 2 niveaux principaux, dans la fiabilité de l'information, et puis dans le manque de maîtrise des processus utilisés. Le projet, on va l'aligner, c'est très synthétique et je ne vais pas revenir là-dessus, mais un projet, ça commence par s'aligner sur un phasing projet. C'est le b.a.-ba qu'on doit se fixer pour faire un projet. Je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas rester plus longtemps, c'est un exemple qui a été pris ici, mais on doit forcément avoir un phasing projet qui va permettre de jalonner tous les projets. C'est important à échelle d'un seul projet, avec une phase de pré-étude, qu'on peut appeler business study ici, c'est en anglais, je m'excuse pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et puis après, une phase de déploiement qui va en 3 phases différentes, une phase de définition, une phase de réalisation, et puis une phase de clôture à la fin. Dans tous les cas, il y a la méthodologie qui est nécessaire, qui implique d'avoir ces phasings, ces jalonnements. Et à côté de ça, il y a tout l'aspect savoir-être et communication qui ne sera pas dans le jalonnement. Et c'est ça qui va être très important à mettre en œuvre pour réussir un projet. Et c'est là où il y a énormément d'humains dans le projet. Et ce phasing va être important pour la gestion d'un projet
mais aussi pour la gestion de plusieurs projets, donc un portefeuille projet. C'est ce qu'on voit ici sur ce slide. Quand on a un multi-projet, qu'on a un pilotage global du portefeuille projet, on va avoir un projet A, un projet B, un projet C. Tous ces projets avancent en même temps. Tous ces projets vont solliciter le BE, la qualité, les achats, les utilisateurs finaux de manière parallèle. Si on n'arrive pas à donner de la visibilité à tout le monde pour que les utilisateurs transverses, je recite encore les études parce que c'est le plus bel exemple, pour avoir une visibilité de tout ce qu'ils ont à faire sur tous les projets, on est garanti d'avoir un échec parce qu'on n'aura pas une anticipation offerte aux gens et les gens se mettront à travailler à la tâche. Et là, on commence à dégrader complètement le potentiel de performance de notre portefeuille projet et donc de tous les projets qui le constituent. Donc, pour arriver à faire ça, on peut utiliser des outils du Lean. On va faire clairement une traversée sur les outils du Lean. Donc, dans la partie organisation projet, on va utiliser un outil, je reviendrai sur quelques exemples plus loin dans la présentation, mais qui est la définition des rôles et des responsabilités. Donc, il y a plein d'outils d'animation qu'on utilise chez Excel pour aller définir ses rôles et ses responsabilités. On parle beaucoup de clients internes, de clients, d'interface client-fournisseur. On va utiliser le RACI, par exemple, dessus. Je vous rassure, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, on reviendra dessus tout à l'heure. L'Obeya Room, qui est un système de pilotage de la performance qu'on peut comparer aux AIC, animation intervalle court, dans le Lean classique. C'est une façon d'animer la vie du projet de manière très visuelle. On reviendra aussi dessus. La gestion de portefeuille projet, qui est une approche complète en elle-même. On peut parler de Project Management Office, par exemple. Le pilotage d'indicateurs. Si on est sur les flux d'informations, on va travailler sur la voix du client, les livrables, la définition des interfaces, la standardisation des processus. Donc pour cela, on pourra travailler par exemple avec les diagrammes de flux, qui est un outil Lean redoutable pour aller travailler sur les processus transactionnels. La définition de la voix du client exhaustive, donc vraiment aller jusqu'à client final et client interne. On oublie souvent les livrables internes et on parle souvent des livrables clients. C'est quand on commence à construire les livrables internes qu'on construit un vrai processus projet. Et puis, pour aller jusqu'au bout, l'exploitation des retours d'expérience, puisque les retours d'expérience vont être la clé de voûte de la boucle complète pour aller améliorer les projets à venir, puisqu'il y a toujours des similitudes entre les projets, même pour les gens qui disent qu'ils font que des projets one-shot ou des projets uniques. Il y a toujours des similitudes et des capitalisations à faire, et ça c'est fondamental en fin de projet et très très souvent chanté. Et puis après, il y a l'amélioration de la qualité des processus, où là on va travailler sur la maîtrise des risques projet, donc matrice de risque, etc. L'analyse des modes de défaillance, l'AMDEC, qui s'utilise en projet et qui devient encore plus redoutable comme outil quand elle est utilisée jusqu'à la vie-série, puisque là, ça devient un argument qualité face au client. La définition des standards de pilotage, l'analyse des diagrammes de flux sur les processus, la maîtrise de la conception, et puis utiliser la théorie des contraintes, parce que quand on va commencer à parler de planning projet, de gestion de ressources, eh bien, la théorie des contraintes peut trouver sa place de manière très pragmatique. Donc dans le Lean développement, on aborde très rapidement le Lean agile, et on pourra même aller parler du Scrum pour aller plus loin, mais je ne rentrerai pas dans cette discussion aujourd'hui, ça serait aller trop loin par rapport à le temps qui est imparti. En tout cas, le mode agile, c'est un mode itératif, c'est pour ça que le mot itération est sur la droite de cet écran, et le mode itératif, il est basé sur un travail en équipe et sur 4 axes principaux. Ces 4 axes qui sont basés sur des tableaux de bord communs avec une définition de l'équipe associée, des réunions régulières avec des points réguliers qui sont très orientés sur la rétrospective, des standards projets qui vont permettre de qualifier et de se centrer sur des livrables d'action et puis des évolutions du produit, et puis un planning qui est partagé, qui permet d'avoir une interaction rapide et des travaux en équipe. Et tout ça, ça va solliciter la voix du client, la gestion d'un planning, la gestion des ressources et une communication qui est fondamentale dans le projet. C'est pour ça que, comme dans le Lean Manufacturing, on insiste beaucoup sur la partie communication et qu'on reviendra tout à l'heure sur un outil qui est forcément très très exploité, qui est le Obeya Room.
Le lean développement, c'est l'amélioration des processus. Donc, on a une sorte de cercle vertueux qu'on peut commencer par un des quarts qui est dessiné ici et qui amènera l'agilité. Mais de toute façon, c'est quelque chose de cyclique. Quand on arrive à travailler sur la gestion des standards, on peut passer par une gestion de nomenclature produit, par une appropriation des produits récurrents pour ne pas réinventer la poudre, par un travail sur des outils communs. On peut parler d'outils sur étagère dans certains cas engineering. On arrive à faciliter la visibilité des gens qui permet d'avoir l'engagement des équipes. Que les équipes trouvent cet engagement via la définition de leur rôle et de leurs responsabilités, par les jalons et les livrables qui leur donnent de la visibilité de leur impact dans le projet. Donc on sait se positionner au milieu de tout ce groupe qu'est le projet. On a cet engagement des équipes. Cet engagement des équipes permet d'avoir un pilotage de l'activité. Ce pilotage de l'activité pourra se faire soit par la gestion d'un portefeuille, soit par l'organisation de jalons réguliers, c'est pas soit, c'est pardon, et par la planification des projets, et par la planification et la gestion des ressources. On arrive dans ces cas-là à avoir un déroulement du projet qui est suffisamment serein pour s'autoriser une capitalisation qui va amener, via un retour d'expérience, une gestion de la connaissance, donc ce qu'on appelle le knowledge management, une gestion des compétences, et puis une organisation apprenante, puisque c'est un terme qu'on utilise quand on est dans un cycle projet vertueux, dans l'ensemble du cycle projet, c'est que l'organisation devient apprenante, puisqu'on apprend de ses erreurs, ce qui est un but dans la vie, à mon avis, au passage. Voilà. Les gains attendus par ce type de démarche, eh bien, ils sont clairs, ils sont pour les collaborateurs du projet. Les collaborateurs du projet vont pouvoir échanger sur leurs opinions. On n'est plus dans le top-down et on passe dans le collaboratif. On élève le niveau de compétence, on se responsabilise, on a moins de stress et on offre l'opportunité aux gens d'aligner leur vision des objectifs et d'aligner leur vision sur les rôles et les responsabilités de chacun. Un projet génère potentiellement énormément de tensions quand on sait qui fait quoi, qui peut faire quoi et qu'est-ce qu'il faut aller chercher comme solution quand on a une non-disponibilité de ressources ou de compétences. On y voit quand même plus clair et ça évite pas mal d'engueulades, j'ai envie de dire, parce que ça peut aller jusque-là, ou en tout cas du stress et des tensions. Du gain sur la qualité, parce que quand on maîtrise les aléas, on a plus de temps pour travailler sur les causes racines et donc on va améliorer notre qualité, sur les produits, sur les processus et sur la relation de la communication générale, y compris bien sûr avec le client. Un gain sur les délais. Quand on ne perd pas de temps, on en gagne. C'est aussi bête que ça. Mais le time to market que j'ai cité tout à l'heure est important. Et donc, le délai, c'est fondamental parce qu'un projet qui déborde, c'est un projet qui coûte très très rapidement. Il coûte à lui-même et il coûte à toute l'organisation qui avait potentiellement prévu que ces gens-là passent sur autre chose à la fin du projet. Donc les délais sont fondamentaux. Et puis sur la productivité, puisqu'on est là aussi pour parler de productivité, puisque le lean et l'efficience amenée par le lean doit permettre d'optimiser les ressources sollicitées. Un exemple tout simple, si on évite de refaire 15 fois la même chose parce qu'on s'est trompé ou parce qu'il y a des erreurs générées par des mauvaises communications, on a déjà un gain de productivité qui est évident. Si je devais résumer la démarche telle que moi je la vois, c'est ce slide-là que je citerai. Dans les ordres de priorité sur lesquels je travaille quand je commence à réfléchir avec un client sur une démarche de développement. La première urgence, c'est de limiter les impacts que le client peut voir. Parce que c'est ça qui est le plus important. Et c'est souvent pas là-dessus qu'on nous demande de travailler en premier, puisque les gens nous visent directement les points numéro 2, numéro 3. Mais pour moi, c'est ça qu'il faut les capter en premier, c'est la voix du client, et éviter que le client ne voit les problèmes à la fin. Parce que c'est quand même le but primordial associé au but primordial qui est le client. Sans client, pas de business. Et ensuite, et enfin, et bien ensuite, on a l'approche à avoir sur le ciblage des processus inefficients et les choses qu'on va mettre en place pour aller gérer les écarts et affiner la maîtrise du projet. C'est dans cet ordre-là, pour moi, qu'il faut agir pour prioriser les choses qu'on va lancer dans une démarche de transformation lean développement. Maintenant, ce qu'on peut demander dans toute cette explication, j'ai bien lié, j'espère, vous allez me le dire à la fin, la notion de lean et la notion de développement, mais comment est-ce qu'on va faire? Quelle méthode on va utiliser? Quelles étapes? Comment on va estimer le ROI? Comment on va maîtriser le développement? Par quoi commencer? Tout ça, c'est un petit peu compliqué.
Eh bien, nous, comment on procède? On va avoir un processus qui est dans la démarche de transformation qui va se dérouler en 3 étapes. Une première étape qui va consister à diagnostiquer l'organisation et les systèmes qui sont mis en place au niveau du développement. Donc le développement lui-même et bien sûr les structures qui vont autour des services de développement. Donc on regarde la matrice d'application d'un développement et on va aller analyser tout ce qui se passe dans le développement. Comment on va le faire? On va analyser en 3 axes. Pour ceux qui connaissent la partie Lean Manufacturing qu'on présente, ces axes sont similaires. C'est les axes voix du client, que je détaille dans le premier tiers qui est en haut. L'axe processus de développement, où on a toute la partie analyse des processus. Et puis l'axe pilotage et management de ce développement, où on va aller regarder comment les gens pilotent leur activité, comment les gens, quels standards ils utilisent, et comment le fonctionnement se fait, y compris les interfaces interprojets. Je réinsiste sur cette interface parce que c'est fondamental, et c'est ce que moi j'appelle la matrice croisée, qui est le secret d'une réussite de développement multiprojet. On a les projets qui doivent avoir leur leadership et essayer de sortir et livrer ou délivrer ce sur quoi ils se sont engagés. Et en parallèle, ils sollicitent des services qui peuvent être, encore une fois, le BE, les achats, la qualité. Ces services-là doivent avoir une vision transversale de l'ensemble des projets, une vision transversale avec une certaine profondeur qui leur permette d'anticiper les sujets qu'ils vont avoir à traiter pour pouvoir s'engager dans le respect des engagements qu'ils vont prendre associés à chaque projet respectif. C'est fondamental dans le pilotage de projets multiprojets, de schémas multiprojets, pardon. La phase 2, une fois qu'on aura analysé suivant ces 3 axes-là, eh bien, ça va être de mettre sous contrôle. Donc pour mettre sous contrôle, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place une roadmap et on va dérouler différents outils qu'on va utiliser pour aller travailler avec les équipes terrain et le management, de manière à aligner les deux, parce que là aussi il y a un alignement dans la pyramide du pilotage, pour aller aligner les personnes sur les objectifs et les moyens mis en œuvre pour y arriver. Comme exemple d'outils qu'on peut citer, on va rentrer sur l'Obeya Room. L'Obeya Room, qui est souvent traduite dans le jargon ligne comme 4 murs physiques pour supprimer les murs virtuels. On est vraiment dans un mur, donc un affichage, où on va aller traiter de manière complète un pilotage des activités avec une identification du personnel, c'est-à-dire des gens impliqués sur l'activité, avec une gestion de la performance de cette activité et un plan d'action associé. J'ai cité au passage les petits 4P que j'utilise souvent dans la gestion du pilotage, c'est-à-dire que je pilote l'activité, je pilote sa performance, je pilote le personnel qui travaille dessus et je le pilote avec un plan d'action. Comment ça se matérialise? Eh bien, c'est des tableaux de ce type-là. Ça n'a pas besoin de quelque chose de très très évolué. Ça pourrait très bien être de la Obeya, donc quelque chose d'informatique, que je ne conseille pas en premier abord parce qu'on a besoin de toucher un petit peu les choses avant de passer sur quelque chose de dématérialisé. Là, on a un exemple qui réunit la partie indicateur sur le droite de l'écran, la partie présence équipe en bas, donc on a une vision de l'état actuel du projet ou du développement et des équipes. On a un pilotage de l'activité au milieu par un planning des tâches, un suivi des tâches à réaliser, avec des parking lists quand ça déborde, comme ça on voit un peu ce qui se passe ou ce qui est à venir comme travail. Et puis on a un macro-planning pour avoir la vision complète, une identification de la totalité des membres de l'équipe, et puis une macro-présentation des projets. On peut ajouter à l'Obeya Room d'autres éléments plus subtils, je ne vais pas entrer dans les détails, mais parfois on ajoute par exemple un tableau de résolution de problèmes très court terme. Quand une problématique apparaît, on l'exploite pour aller gérer très rapidement l'identification de la solution à ce problème identifié dans le cadre du développement. L'outil numéro 2, qui là est repris en haut sur la création de l'Obeya Room qu'on a vu précédemment et en bas sur la création d'une autre Obeya Room dans une autre activité, eh bien on se retrouve à impliquer les équipes opérationnelles. C'est pas vraiment un outil, mais la communication et l'application des équipes est tellement un fondamentaux du Lean, que c'est très important de redire qu'on va faire ça avec les équipes. On ne vient pas avec une Obeya en disant voilà,
fallait faire une OBEA, franchement, c'est dommage de ne pas y avoir pensé, et de poser l'OBEA toute faite. On l'a construit avec les équipes, on implique les gens du terrain, et on fait que les gens s'approprient l'outil, qui est d'une richesse excellente, encore une fois. C'est un des outils qui est le plus riche pour aller caler le planning et j'ai envie de dire caler le développement. Le mot cal est très important en ligne pour nous, chez Excel. Et là, la cal qu'on peut citer, pour résumer au mot pilotage, se traduit dans le jargon développement souvent par le terme OBEAROM. Un autre exemple qu'on peut prendre en main, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le diagramme de flux. Le diagramme de flux, c'est la sœur ou le frère, je ne sais pas comment dire ça, de la VSM. La VSM sera sur un flux physique, le diagramme de flux sera sur un flux transactionnel. Mais exploité de manière complète avec une équipe, c'est une opportunité incroyable d'aller travailler sur le temps de traversée, travailler sur le gaspillage et identifier les écarts de vision et donc de communication entre les différents membres d'une équipe. Donc, je ne vais pas expliquer l'outil ici, ce n'est pas le but de la formation, mais en tout cas, c'est un outil qui colle parfaitement, par exemple, à l'optimisation et à l'analyse du processus de développement. C'est ce qu'on voit de manière macro, encore une fois, sur la première photo où les visages sont masqués, et ça a été fait aussi sur un processus qui était un peu plus simple, sur la deuxième photo qui est pris en exemple plus bas. L'autre outil qu'on peut citer, eh bien, c'est la gestion de portefeuille et la définition de jalons et de livrables. Alors, je ne rentre pas dans le détail des outils qu'on utilise pour les définir, mais on est sur l'activité post-it et communication avec les gens pour aller construire la définition des livrables et des jalons nécessaires pour coller à l'activité de chaque membre de l'équipe projet. Mais en tout cas, on va aller créer un pilotage des affaires qui permet d'avoir une visibilité globale des différentes affaires, d'où elles en sont et de quelles équipes elles vont venir solliciter les ressources dans les différentes phases citées. Donc on a en haut, j'ai masqué pour des raisons de confidentialité, un tableau global qui résume des étapes et un pilotage de portefeuille, où on aurait à gauche la liste des projets et ensuite l'avancement suivant les différentes tâches. Et puis en bas, repris par rapport à un phasing qu'on a déjà vu tout à l'heure, eh bien, je l'ai masqué aussi pour des raisons de confidentialité, mais une liste de livrables associés à chaque phase du projet, ce qui permet à chaque personne de se dire, je peux aller au jalon, je peux aller faire un bilan de mon projet et je sais que je suis bon parce que j'ai fait ces livrables. Et parce que ces livrables seront bons, moi, à mon échelle projet, si je suis un des membres de l'équipe projet et les autres membres de l'équipe pourront passer à la phase suivante et on a favorisé les chances de réussite de chacun à chaque début de phase suivante. Autre outil qu'on peut citer, j'en ai parlé tout à l'heure également, c'est le RACI. Le RACI, pour un jargon anglais qui est Responsible, Accountable, Consulted et Informed, qui traduit en français ne donne pas RACI, mais réalisateur, donc les responsibles, c'est les personnes qui vont être réalisateurs des tâches qui seront définies. Le A se traduit par responsable, donc là il y a un responsable de chaque tâche, il peut y avoir plusieurs acteurs, réalisateurs, mais il y a un responsable. Les gens qui vont être consultés, donc les gens qu'il va être nécessaire de consulter pour pouvoir maîtriser l'impact et la bonne réalisation de cette tâche, et puis les gens qu'il est nécessaire d'informer pour qu'ils soient au courant que ce qui se passe se fait dans le cas où ça peut impacter leur périmètre ou leurs actions en parallèle. Je vais prendre un exemple ici pour compléter le sujet du RACI, c'est les évolutions de périmètre. Dans le cas des évolutions de périmètre, on chaîne beaucoup le RACI en général. On essaie de trouver, il y a une évolution de périmètre technique qui arrive, on trouve une solution technique, on dit ouf, tranquille, on a trouvé une solution technique, donc maintenant c'est bon. Sauf que la solution technique, elle peut avoir un impact sur les ressources, sur les moyens mis en place, donc on n'est plus sur le produit, mais peut-être sur les process. Elle peut avoir un impact logistique, elle peut avoir un impact qualité. Et donc si on fait le RACI, qui est une bonne pratique, on s'accorde une chance de limiter l'oubli d'un impact de cette évolution de périmètre sur l'activité qu'on est en train de mettre en place en développement. L'autre outil que j'ai souhaité citer, parce qu'il est encore une fois pour moi d'une force incroyable et il est associé au Lean en manufacturing également, eh bien c'est l'AMDEC. Puisque l'AMDEC, quand elle est bien faite en amont, elle permet d'identifier ce qui va être nécessaire d'être fait pour bien
pour bien produire derrière, donc les pokayoke, les solutions qui vont garantir la qualité du produit, la qualité du processus ou la qualité des machines, parce que ça peut être un deck processus comme c'est pris là, mais une deck machine, une deck produit peut s'avérer aussi nécessaire. Et puis plus elle est faite tôt, plus elle évite d'exploser les coûts des développements. En tout cas, on peut impacter sur l'étude les bonnes solutions qu'on va trouver. Et puis, si elle est bien faite, c'est un outil redoutable face à un client, parce que quand on va prendre des non-conformités d'un client, au lieu d'aller essayer de justifier en faisant des 8D complexes, qui est un excellent outil aussi, on peut très bien aller vers la solution de montrer une mise à jour de l'AMDEC pour aller témoigner de la résolution du problème. Et donc, on crée et on assure le lien entre l'AMDEC développement et l'AMDEC en vie série. Il y a plein d'autres exemples d'outils. Peut-être qu'il y aura d'autres questions à la fin de la webconf et on verra sur d'autres outils. Et à titre d'exemple, qu'on cite les outils, l'idée, c'est de retenir la philosophie qu'il y a derrière tout ça et clairement l'opportunité qu'on a de gérer ça de façon lean, avec l'approche lean, en faisant un mix entre le lean développement type Toyota avec l'engineering simultané, etc., l'utilisation des outils du lean et l'approche, je dirais, globale basée sur la gestion des gaspillages et des variabilités. Quand on a mis en place tous ces chantiers, à un moment, le but pour nous chez XL et le but du client en général à un moment, c'est pas de nous voir tout le temps et de se rendre indispensable. Donc à un moment, on doit aller généraliser ce qui a été mis en place et transférer les compétences vers les équipes, sachant que c'est quelque chose qu'on amorce déjà pendant la phase 2, mais à un moment, la phase 3, eh bien, il faut aller plus loin. Donc c'est comme ça qu'à un moment, on va aller s'assurer que les gens ont bien synthétisé dans leur processus l'intégration des bonnes pratiques qu'on va mettre en place au niveau du terrain, on va les généraliser, et puis bien sûr, on va former les gens à tout ça pour aller s'assurer que les gens comprennent les outils qu'ils utilisent et l'approche globale que ça implique dans leur périmètre, mais aussi les impacts potentiels sur le reste du périmètre. Ce que ça veut dire, pour être clair, c'est qu'on a besoin que les gens comprennent qu'il y a leur monde. C'est-à-dire, je vais reprendre une expression d'un client que j'ai eu cette semaine. Mon job est important, il est important pour ce que j'ai à faire dans mon développement, mais mon job, il est aussi important pour l'impact que je vais avoir sur les autres. Et donner de la visibilité aux autres, c'est s'assurer que les autres vont eux aussi en retour nous donner de la visibilité. C'est du gagnant-gagnant au global du processus développement. Et ça, on va le faire en particulier par le biais de formation, où on a mis un exemple sur la fin, mais ce n'est qu'un exemple, avec une formation qui est potentiellement envisageable, où on reprend bien sûr les principes du Lean appliqués au développement, le principe du DMAIC et l'approche diagnostique qu'on a eue pour comprendre comment on a construit ce qu'on a mis en place et ce qu'on met en place, avec des présentations d'outils tels que la VSM, le diagramme de flux, qui peuvent s'avérer nécessaires dans l'analyse du développement qui est fait. Et puis ensuite, on peut débloquer la situation en prolongeant la formation sur la présentation de l'amélioration du processus, les choses qui ont été faites ou les choses encore à faire pour aller sur l'axe qualité et les bons du premier coup. Et puis, étendre la formation sur la notion de PMO, donc de Project Management Office, d'AIC, d'OBEA, tout ce qui est la notion de pilotage avec la visibilité, sécurité, qualité, délai et coût, qui reste un incontournable et une bonne pratique dans la vision pilotage. Avec ça, on permet aux gens de comprendre ce qu'ils ont à faire, de comprendre pourquoi ils le font et pourquoi ils le font pour leur efficience personnelle et l'efficience globale de l'organisation mise en place. Voilà, ça clôt la présentation. Je vais la synthétiser avant de passer aux questions. Je reviens sur le slide qui est important. Pour moi, c'est celui que j'ai cité sur la partie d'abord comprendre ce que veut le client et aller sécuriser que le client a ce qu'il veut. Derrière, travailler sur les processus pour comprendre lesquels sont optimisables pour aller vite faire du gain et se donner de l'air pour mieux travailler. Et dès qu'on se donne de l'air, l'exploiter en parallèle pour aller faire du pilotage projet et de l'efficacité. C'est ça la démarche qui est nécessaire. Cette démarche, elle se fait à l'échelle d'un projet. Et on pourra parler de lean engineering, de lean développement. Il y aura souvent des questions là-dessus. Les frontières sont floues et c'est la philosophie qui est importante à retenir.
et on pourra la gérer à l'échelle de plusieurs projets. C'est ce qu'on verra sur la partie Project Management Office et gestion multi-projets, avec la maîtrise en transversale des services qui peuvent être sollicités, donc l'engineering en particulier, mais aussi bien d'autres services comme les achats, la qualité, et pourquoi pas la production ou le service client utilisateur final. Et on trouve toutes les écoles du monde, et je vais conclure là-dessus. Le sujet à retenir, c'est qu'il y a un état d'esprit Lean, et que cet état d'esprit Lean, il s'associe soit à des outils, soit à des méthodologies via le gaspillage et la variabilité, soit à des sujets très centrés sur le produit, comme le Lean Engineering pour le co-développement, le co-engineering, etc. Et les démarches comme le Design for Manufacturing, Design for Six Sigma, Design for Quality, etc., où on va aller concevoir notre produit pour le rendre viable en vie série derrière. Voilà, il n'y a pas une école qui est meilleure que l'autre. C'est un bon mélange, un bon dosage de toutes ces écoles qui feront un Lean développement réussi. Voilà. Il est donc 11h42 et ça nous laisse un petit quart d'heure. Je vais laisser la main quelques minutes à Sylvie. Oui, merci Ronan. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. On va prendre peut-être une première question. Donc Ronan, doit-on regarder uniquement les causes impactant le client final? Ne doit-on pas regarder aussi les impacts pour le client interne? Alors, je l'ai dit dans un slide, mais je vais revenir dessus, parce que la question est bonne. Lorsqu'on parle de livrables, et donc les livrables, c'est la bonne solution. Je parlais tout à l'heure de livrables clients et de livrables internes. C'est la bonne solution pour aller maîtriser les impacts sur le client final et l'interne. Donc bien sûr, la voix du client, elle s'entend par la voix du client final, mais la voix du client qui est mon client interne, elle est aussi fondamentale. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, j'ai parlé de livrables internes au projet. Donc bien sûr qu'il faut regarder, et la remarque est importante à souligner, il y a la gestion de la voix du client final, mais aussi de la notion de client interne qui se maîtrise via ces livrables internes. Voilà. Oui, alors une autre question. Que proposez-vous comme outil équivalent à l'Obeya Room dès lors que le portefeuille projet touche plusieurs sites géographiques? Alors effectivement, dès qu'on touche plusieurs sites géographiques, on se heurte à la problématique de la distance des équipes projet. C'est une complexité où effectivement l'Obeya Room purement et simplement ne sera pas applicable en termes d'Obeya physique avec ses post-it, ses tableaux blancs, etc. Donc effectivement, une des solutions dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la e-Obeya, qui permet d'avoir une vision globale de l'équivalent de l'Obeya, mais de manière informatique. Donc on peut travailler sur des écrans en simultané sur une salle où il y aura quelques acteurs et puis les autres sont dans leur site géographique respectif. En parallèle de ça, sans aller jusqu'à l'Obeya complète, je pense que certains fichiers de synthèse peuvent permettre, moyennant des réunions très structurées, de piloter un portefeuille de projet sans aller directement jusqu'à l'Obeya Room. Mais si la question est comment faire une Obeya Room sans réunir les gens physiquement, eh bien la seule réponse entendable et complète, c'est la e-Obeya. Donc il y a plein de logiciels, il y a plein de boîtes qui se battent sur le marché pour mettre en place de l'e-Obeya. Alors, je te prie de m'excuser, Ronan, j'ai un souci d'affichage sur mon ordinateur, donc je te propose de prendre toi-même les questions parce que j'arrive plus à les lire. Alors, j'en vois quelques-unes qui arrivent, donc je vais les prendre. J'en vois une qui arrive sur la voix du client dans le Lean développement. Donc, j'ai insisté dessus tout à l'heure et je pense que c'est déjà une première réponse que j'ai apportée dans la réponse à la première question qui a été posée. Mais je vais quand même me reposer sur le sujet quelques secondes. La voix du client dans le Lean développement, elle a deux formes. Elle a trois formes. Je vais en prendre trois pour détailler un peu plus le sujet. Il y a effectivement la voix du client final, qui est le client qui veut utiliser le produit. Il y a la voix du client interne, celle sur laquelle j'ai insisté en lien à la première question qui a été citée.
Et puis, il y a la voix du client qui va me permettre de revenir sur le côté produit et engineering en revenant sur la voix du client utilisateur. Si on est dans le cas d'un développement qui fabrique des machines pour vendre un produit qui sera distribué à un client final, donc on est en train de développer un processus qui permettra de livrer des produits série. Dans ces cas-là, on a un client qui est fondamental, qui est l'utilisateur des machines, l'utilisateur du processus qu'on est en train de développer. Et là, dans ces cas-là, je profite de la question pour répondre un peu plus longuement, on va revenir sur les notions de design. Alors en anglais, on appelle ça design for manufacturing, design for quality, design for packaging, etc. C'est-à-dire que dès le début du développement, on va aller réfléchir à comment simplifier le produit pour que je puisse produire facilement, entre guillemets, sans complexifier le manufacturing. Comment je vais produire en optimisant les chances de produire à un niveau de qualité élevé sans que ça soit compliqué à mettre en place en termes de pokayoke, de contrôle, d'artifices techniques complexes et variés. Comment je vais concevoir mon produit pour faciliter son transport et pourquoi pas comment je vais concevoir mon produit pour m'assurer que les processus soient hyper stables. On peut aller dans ces cas-là jusqu'au design for Six Sigma, c'est ce qu'on appelle le DFSS, design for Six Sigma. Donc la voie du client, client final, client utilisateur si c'est un processus, et puis client interne en lien à la question précédente. Une autre question qui est là, c'est, alors voilà, je me doutais qu'elle arriverait, mais la différence entre le lean engineering, le lean développement, le lean design. Le choix qu'on a fait chez XL aujourd'hui, c'est de prioriser l'approche lean développement, c'est-à-dire déjà garantir, avant d'aller zoomer sur le produit lui-même, c'est-à-dire on est dans le pur lean design, il y a des gros coups à gagner, on appelle ça les low hanging fruits, comme on dit en américain, mais c'est-à-dire des gros gains potentiels sur déjà l'utilisation du développement lui-même. C'est pour ça qu'on est déjà revenu sur la partie développement, où là déjà il y a plusieurs écoles. Il y a le lean développement Toyota, encore une fois comme je l'ai dit, où on parle d'engineering simultané, de ramp-up, d'optimisation de l'interface avec le client final, etc. Il faut exploiter. Loin de moi l'idée de dire que celle-là n'est pas bonne, et puis je serais bien idiot de le faire. Il y a l'approche philosophique du lean, résumée en temps de traversée, gaspillage, variabilité, qu'on peut utiliser et appliquer au processus du développement. Et puis après, il y a tous les outils du lean qu'on peut utiliser dans la démarche de développement. Et là, j'en ai pris quelques-uns, mais ça peut être l'OBEA, qui est le pendant de l'AIC, ça peut être la VSN, le diagramme de flux, le RACI, l'AMDEC, j'en cite, je pourrais en citer autant qu'il y en a dans le lean. Et là, dans ces cas-là, ça ouvre le champ des possibles. L'intérêt et la compétence lean que j'espère avoir au passage et qu'on a chez XL, c'est bien sûr de ne pas aller déballer toute la boîte à outils à chaque fois, mais suivant les problématiques, d'aller sélectionner quelle branche ou quelle sous-partie il faut aller chercher dans chacune de ces différentes écoles qu'on peut trouver. Voilà, je ne sais pas si on continue les questions-réponses encore. Il y a beaucoup de questions qui arrivent. Certaines personnes, enfin là, donc j'ai une question qui, oui, j'en vois plusieurs, je ne sais pas lesquelles choisir parce que je n'aurai pas beaucoup de temps encore pour développer Il y a pas mal de questions qui arrivent sur la partie diagramme de flux et la façon de le dérouler comme outil. Donc là, je vais rentrer un petit peu dans le détail de l'outil. L'outil diagramme de flux, c'est dans un premier temps l'identification du processus qu'on va étudier avec les macrophases qui constituent ce processus et puis les acteurs qui sont impliqués dans ce processus. Et ces acteurs, on les réunit et ensemble, même s'il existe sur une procédure qualité ou quoi que ce soit, on réunit les acteurs et on discute avec eux de comment ça se passe, de manière derrière à identifier les irritants, identifier la durée que prennent chaque tâche, et puis le temps de traversée global qu'on peut reconsolider dans un processus. Et derrière ça, on fait la même gymnastique qu'on fait sur une VSN dans une démarche de manufacturing. On va traiter les irritants, voir où sont les goulots d'étranglement, et puis essayer de simplifier les processus. C'est un outil redoutable dans la gestion de flux transactionnels. Je vois encore d'autres questions qui arrivent, je vais essayer de répondre encore à une ou deux.
Les clés du succès pour pérenniser ce type de démarche, eh ben, la clé du succès, c'est la cale. C'est un mot qu'on utilise énormément dans l'équipe Pixel, de manière, j'ai presque envie de dire, historique aujourd'hui. Eh bien, cette cale, ça sera quoi? Ça sera le pilotage, la gestion par indicateur, les standards qu'on va mettre en place, les audits ou diagnostics internes qui pourraient être faits régulièrement, c'est-à-dire les benchmarks internes entre équipes, et puis les retex, donc les retours d'expérience, pardon, à faire assez régulièrement de manière à centraliser les bonnes pratiques et leur maintenir une dynamique par rapport aux standards qui sont mis en place. Voilà, en tout cas, c'est toutes les cales qu'on peut imaginer dans le Lean qu'on doit utiliser. Donc, une autre question, les outils proposés pour analyser les gaspillages dans les processus de validation, eh bien, diagramme de flux. Diagramme de flux, parce que là, on est dans un processus transactionnel, donc effectivement dématérialisé. Et bien là, le diagramme de flux est intéressant. Derrière, on pourra utiliser la notion de définition de client fournisseur interne, qui est une gymnastique qui est assez sympa à faire avec une équipe, parce que dans ces cas-là, on arrive à capter, je dirais, les problématiques d'interface entre les différents membres d'une équipe de développement. Les réticences des équipes, eh ben, c'est l'appréhension de tomber sur un système qui va créer plus de contraintes que de la souplesse, parce que les gens sont persuadés qu'ils sont des bons membres d'équipe projet, qui connaissent leur métier, et donc ils n'ont pas besoin de venir structurer de manière un peu plus globale l'activité. Donc c'est les mêmes réticences que dans le manufacturing. Et ben, il faut faire sauter ces réticences en faisant des petites victoires rapides, c'est-à-dire commencer simple et très pragmatique sur le terrain, et petit à petit amplifier l'impact sur des choses de plus en plus larges pour aller compléter la transformation de manière générale. Et du coup, combien de temps il faut, parce que c'est encore une question qui est posée derrière, combien de temps il faut, c'est très très variable par rapport au type de développement qu'on a pris. On a généralisé ce type de démarche à du développement monoproduit, à du développement du produit série, à de l'informatique, à du développement de services. On peut l'appliquer dans le cadre d'une start-up, sur ce qu'on fait chez certains de nos clients, ou dans le cadre d'entreprises très structurées. Donc répondre sans connaître le type d'entreprise, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est plusieurs mois, voire plusieurs années, suivant la taille du projet. Alors l'autre question qui arrive, c'est comment faire face à la pression du time to market et à un management qui ne veut pas entendre les charges d'un planning réaliste. Eh bien, bonne question, parce que là, il y a du vécu, je pense. J'ai sûrement pas la solution magique, parce que sinon, j'irais rapidement la vendre sur le marché, comme vous dites. Par contre, il y a des bonnes pratiques à avoir, et je pense que un des gros leviers qu'on peut avoir pour arriver à faire ça, eh bien, c'est de donner de la visibilité très très factuelle au management. Beaucoup de projets, à un moment où on est dans l'urgence, se résument, en tout cas, résument leurs urgences sur un planning, et on n'a pas la visibilité SQDC, en incluant effectivement les ressources, pour arriver à matérialiser face au management les potentiels de chances de réussite. En gros, on fait un rétro-planning, on se dit qu'on va y arriver, et puis à chaque fois on n'y arrive pas, et puis le management dit mais c'est pas bon, et pourtant vous auriez dû me le dire, et en général on l'a dit parce qu'on essaie de remonter les problèmes. Donc plus on va remonter de manière très très factuelle, et le pilotage, c'est pas qu'un pilotage de l'équipe projet, c'est pour ça qu'il y a une pyramide de pilotage, c'est un pilotage à une échelle supérieure avec ce management pour aller poser les problèmes et les mettre dans cette boucle de résolution de problèmes. Parce qu'à un moment, on ne peut pas tout forcément résoudre un problème dans l'équipe projet, et c'est du rôle du manager d'aller aussi s'impliquer dans cette problématique. C'est pas facile à dire quand on est en N-1, c'est beaucoup plus facile à dire quand on est consultant. Tout l'intérêt, à mon avis, pour moi, dans certains cas, de travailler avec des consultants. Je ne fais pas de commercial en disant ça, mais c'est évident qu'on peut faire sauter des difficultés de communication qui sont avérées dans le projet en venant dire ces vérités, qui sont des vérités de pratique, d'une bonne pratique de pyramide de pilotage. Voilà. Je ne sais pas si on va continuer les questions, il y en a encore beaucoup, mais je ne pourrais pas répondre à toutes maintenant. Je vais relaisser la main à Sylvie.
Merci Ronan. Effectivement, pour les questions là qui sont en train d'être posées, n'hésitez pas, hein, vous pouvez nous les écrire et puis on vous répondra de façon personnelle par mail dans les prochains jours. Ronan, tu disais que tu ne voulais pas faire de commercial, mais peut-être quand même, est-ce que du coup on reviendrait sur le slide par rapport à la formation ou tu as eu le temps de le décrire? C'est tout bon? On peut en tout cas parler quelques secondes. Voilà, si tu veux juste le présenter. On reprend la parole quelques... Oui. Donc, pour parler de l'offre XL plus proprement dit, il y a deux axes chez XL. Il y a la partie formation et la partie conseil qui sont complètement liés chez XL et j'ai envie de dire, l'une ne peut pas vivre sans l'autre. Et donc, il y a ces deux aspects dont on peut parler en termes de prestations XL. Il y a bien sûr cette formation en ligne développement qui va permettre aux gens de s'approprier une partie des outils et d'entamer une démarche et de comprendre la mécanique et de s'approprier certaines pratiques du ligne développement. Donc c'est ce qui est repris sur ce slide que j'ai décrit. L'exemple là peut être déroulé différemment suivant les spécificités de la société concernée ou du besoin du client. Et puis ensuite, en parallèle, on peut très bien intervenir sur et on le fait aujourd'hui déjà chez pas mal de clients, que je ne citerai pas ici, mais chez pas mal de clients, sur des démarches de ligne développement, on va aller diagnostiquer les problématiques et après travailler avec les personnes sur la transformation ligne développement, qu'on n'oubliera pas de lier bien sûr avec les impératifs ligne manufacturing et ligne service associés, mais on peut centrer une démarche sur le ligne développement. Donc cette démarche sera aussi associée à un processus de formation, parce qu'on ne peut pas mettre en place quelque chose dans une société si on n'a pas en même temps l'appropriation de la philosophie et de la compréhension de ce qu'on est en train de faire. On ne dit pas à quelqu'un de faire des choses sans lui expliquer et lui donner du sens. Et ça, c'est quelque chose qu'on privilégie très très fortement chez XL. Merci Ronan. Donc je vois que l'heure tourne, nous avons même passé un petit peu le temps. Simplement, je prends une petite seconde en plus pour vous proposer donc les prochaines dates des web formations. Donc la prochaine aura lieu le 16 septembre. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Elle portera sur le Lean Office. Vous avez également une autre webconf qui suivra début octobre, le 7 octobre, qui portera sur la démarche excellence opérationnelle. Voilà pour les dates. Si vous voulez voir plus de visibilité sur les prochains événements, n'hésitez pas à vous rendre sur la rubrique événements de notre site www.xl-group.com. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Ronan, merci encore pour cette riche animation. Comme je vous le disais, les slides vous seront transmis et également le replay donc en version vidéo. Merci encore à tous et à très bientôt. Bonne fin de journée.